Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio pour Poulain sans réserve, le standard 0826 300 300. On va parler avec nos invités de cet accord européen avec l'Ukraine pour les produits agricoles. Est-ce que cet accord met nos agriculteurs en péril et particulièrement la filière céréales avec Éric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales qui sera sur notre antenne. Et puis ensuite, on va parler bien sûr de ces opérations Place Nette avec grand renfort de communication à Marseille. Notre invité sera Axel Ronde, porte-parole de CFTC Police. Si vous souhaitez bien commenter ou poser des questions à nos invités, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est Éric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de ces discussions sur l'accord entre l'Union européenne, les pays membres, et l'Ukraine pour continuer le soutien à l'effort de guerre ukrainien. Il y a eu le choix de faire entrer massivement des produits agricoles en Europe. Et Franck Riester, notre ministre du Commerce, expliquait que le blé ne peut pas être la variable d'ajustement au soutien à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en sont les discussions actuellement ? Alors les discussions, c'est au niveau européen et c'est vrai que c'est un petit peu un imbroglio puisque on a des positions du Parlement qui ont varié au fil des jours. Donc on a eu au final une position en plénière du Parlement européen qui a reconnu qu'effectivement il était indispensable de remettre des contingents à l'entrée de l'Europe, donc conformément à la déclaration de notre ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Par contre, ensuite, il y a eu une trilogue, c'est-à-dire une réunion entre à la fois les représentants de la Commission européenne, du Parlement européen et des États, où là, ils sont revenus complètement en arrière et pris une position inverse au Parlement. Ensuite, il y a eu une autre réunion avec uniquement les États qui est revenu en disant si, il faut remettre des contingents. Et donc là, on attend urgemment qu'il y ait à nouveau une trilogue et que tout le monde se mette d'accord sur quelque chose de cohérent. On voit en fait l'Europe qui hésite entre une position et une autre. Et donc ces hésitations, sont graves. Je pense qu'il faut avoir des idées claires et je pense que la position plénière du Parlement européen est la bonne. C'est celle qui dit que effectivement, nous on souhaitait une référence. Si on a 2 minutes, juste... Bien sûr, il faut expliquer aux auditeurs exactement ce qu'il en retourne. En fait, avant la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine, il y avait jusqu'à 1 million de tonnes de blé en Europe. Mmh. Au-delà d'1 million de tonnes, il y avait une taxe de 98 € la tonne, donc sur un blé qui en vaut en ce moment 150, qui en valait un autre moment à 200, on voit que c'est une taxe vraiment importante, c'est fait un frein, et donc c'était relativement plafonné à 1 million de tonnes. En fait, à l'heure où je vous parle, il y a déjà 6 millions de tonnes qui est rentré de l'Ukraine en Europe, puisque pendant la guerre, pendant cette guerre, il a été décidé de supprimer cette taxe et donc ce contingent. C'était normal et légitime, moi je le reconnais, puisqu'il y avait plus de capacité pour l'Ukraine d'exporter via la mer Noire, et donc ils étaient obligés de passer par l'Europe pour pouvoir exporter leur blé. Mais aujourd'hui, en fait, la mer Noire refonctionne. L'Ukraine arrive à exporter comme avant la guerre via la mer Noire. Et donc, cette souplesse qui a été faite de passer par l'Europe n'a plus lieu d'être. Et donc, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ça déstabilise complètement les marchés, puisque, effectivement, ce blé ukrainien arrive à un coût de revient bien inférieur à celui de l'Europe. Les fermes sont beaucoup plus grandes. Les moyens de production, les rendements, en fait, sont inégaux par rapport à nous. Et donc, du coup, on demande qu'on puisse revenir, comme avant la guerre, à un contingent d'1 million de tonnes. Oui. L'Europe a dit, le Parlement européen a trouvé une cote mal taillée, si je puis dire, entre ces 1 million de tonnes qu'on réclamait et les 6 millions de tonnes d'exportation actuelles, en disant il faudrait trouver une moyenne entre 2021, 22, 23, qui correspond à peu près à 3 millions de tonnes. Bon, ça nous semble un compromis, on est en situation effectivement délicate.
Donc pourquoi pas prendre cette moyenne 21, 22, 23. La commission est en trilogue, ils ont dit nous on prend une moyenne 22, 23. Ouais, où il y avait déjà beaucoup plus de blé qui rentrait en Europe. Mais donc là, ce qu'on voit en fait de ce que vous dites, c'est qu'il y a une opposition assez claire entre les États européens qui sont contre cette entrée massive du blé ukrainien. On voit la Pologne notamment, la France, etc. Et la Commission européenne qui veut absolument aller contre l'avis des États. C'est un peu ça qui leur sort dans ces discussions de trilogue. Oui, ça tergiverse beaucoup avec des choses. Parfois, on n'arrive pas toujours à comprendre les positions qui bougent et les positions qui sont faites en disant, on va pas mettre un contingent, mais on va mettre un autre système. Sauf que l'autre système, on le voit pas venir. Donc, je pense que ça tergiverse pas mal. Il me semble que au niveau de l'État français, il y a eu aussi pas mal d'hésitations aujourd'hui. Et vous voyez la déclaration du ministre du Commerce extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, la position est stabilisée et effectivement, ce que l'on demande est repris par le gouvernement français. Et ça, vous avez eu des discussions avec le ministre Franck Riester sur ce cas des céréales, parce que elles ont été mises de côté dans les négociations. On a parlé des œufs, des poulets, d'autres produits, mais clairement, volontairement, les céréales ont été écartées des négociations. Absolument, elles avaient été écartées et donc on a pu discuter avec notre ministre Franck Riester, mais aussi avec Marc Fesneau, et donc tous les deux sont intervenus au niveau européen pour qu'effectivement la dernière commission qu'on appelle Coreper, où les États étaient, est une position ferme effectivement pour réintégrer les céréales et avoir une bonne période de référence. Et à quelle date l'accord doit être entériné au niveau européen ? A priori, les discussions auront lieu encore la semaine prochaine. J'espère que lundi, la fumée sera sortie, comme on dit, la fumée blanche. Mais dans la mécanique dont on parle, c'est une application a priori pour début juin. D'accord. Donc effectivement, début juin. Aujourd'hui, le rythme des importations est de 600 000 tonnes à peu près. Et du 1er janvier à fin mai, ça fait 5 mois. 5 fois 6, ça fait 3 millions de tonnes. Donc ça correspond à peu près à ce que ils sont en train de décider si ce que l'on demande est bien acté. Ouais. Et une autre question, on voit Emmanuel Macron devenir le fer de lance du soutien à l'Ukraine en Europe, vouloir aussi l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie, cette procédure presque accélérée, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, compte tenu de ce marché agricole, du poids agricole des exploitations ukrainiennes? On parle de méga exploitations. Est-ce que là, il y a une réflexion aussi au niveau du gouvernement sur ce que contient en fait en réalité une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et donc dans la PAC et donc dans le marché aussi européen? Je pense que la première inquiétude de l'État, c'est celui de la sécurité de l'Europe et notre sécurité donc à nous en France. Et donc je pense que c'est l'intégration sous un angle de sécurité et d'avenir politique. Nous, de notre côté, sur le plan des organisations agricoles, effectivement, on a commencé déjà depuis la guerre, en fait, à regarder toutes les conséquences. Les conséquences sans modification de la PAC et en l'état et sans restriction seraient complètement déstabilisantes, bien évidemment, pour l'Europe, puisque la capacité de production agricole de l'Ukraine est considérable et les moyens de production n'ont rien à voir avec les nôtres, y compris les normes environnementales, enfin bref, tous ces sujets qui nous incombent. Donc ça nécessiterait beaucoup d'adaptation, beaucoup de mesures de transition pour que ça puisse se faire. Donc en l'état actuel, je dirais que c'est très inquiétant pour les agriculteurs. Mais je pense qu'on se doit quand même de voir plus loin, à plusieurs années, peut-être à 10 ans, puisque c'est un peu le sujet, quand on intègre, même s'ils disent que ça soit accéléré, on sait que ça prend quand même énormément de temps d'entrer dans l'Europe. Et donc à 10 ans, il faut aussi se poser la question, si l'Ukraine passait en Russie, je pense qu'à l'heure où on parle, on ne sait pas l'issue de cette guerre véritablement. On sait aussi que l'Ukraine additionnée à la Russie, en termes de puissance agricole, la déstabilisation serait également considérable. Et je pense que la Russie a aussi ça dans sa réflexion.
Et donc, il y a des dangers des deux côtés. Et je pense que c'est plus facile de gérer sans doute en maîtrisant les choses au sein de l'Europe que bien évidemment d'autre côté, sans parler, parce que c'est quand même la chose la plus importante, des Ukrainiens eux-mêmes. Les Ukrainiens eux-mêmes, je pense que qu'on soit agriculteur ou pas agriculteur, on doit d'abord penser à cette situation humaine effroyable qui est une guerre et du devenir de la liberté de chacun de son propre pays, qu'il faut pas oublier. Alors, au-delà de la guerre en Ukraine, on a vu autour du Salon de l'agriculture et depuis une colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Il y a de nouveau des actions dans le sud de la France. On a toujours des questions en suspens. Est-ce que la colère va reprendre de plus belle? Est-ce que ça ne va pas assez vite du côté du ministère de l'Agriculture et malgré l'implication de Gabriel Attal qui avait essayé d'être là, d'être présent avec cette mise en scène sur une botte de foin, etc. Est-ce que là, il n'y a pas eu un peu de manipulation de la part du gouvernement pour dire que tout allait être réglé très rapidement? En réalité, les agriculteurs attendent toujours des actions. Oui, la colère n'a pas faibli, elle est toujours là. Elle s'exprime un peu différemment en ce moment, de façon parodique, d'un coin à l'autre de la France, mais partout, parce que effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces qui correspondaient à une grande partie de nos demandes, pas toutes nos demandes. Toutes nos demandes n'ont pas été satisfaites dans ce qui a été annoncé. Mais effectivement, ce qui nous rend encore plus énervés, c'est que ces annonces, en fait, ne sont pas traduites dans les faits encore. Alors, on entend le gouvernement disant patience, ça va arriver. Certes, mais j'entendais tout à l'heure dans vos titres citer effectivement mes collègues du Sud qui disent que toutes les aides ne sont pas versées. Ben non. Alors, l'annonce concernait les aides du premier pilier, mais effectivement, les aides du premier pilier de la PAC, toutes les aides ne sont pas versées alors qu'elles devaient l'être au 15 mars et que le 15 mars est dépassé. Donc c'est ce genre de choses entre la promesse et la réalité où il y a encore un gap, même si on constate, il faut le reconnaître, il y a eu des annonces concrètes qui ont été été organisées, mais pas tout. Et donc c'est là où nous, moi je me souviens du Premier ministre qui avait dit vous n'avez pas besoin de déclaration d'amour, mais de preuves d'amour. Bien, on a eu les déclarations et maintenant, on attend toutes les preuves. Alors justement, cette colère agricole a quand même changé les choses. On a vu les sénateurs hier refuser d'entériner le CETA, cet accord commercial entre la France et le Canada, qui pourtant était provisoirement appliqué dans l'attente de la ratification. Il y a la question du Mercosur aussi. Enfin, tous ces grands traités d'échange et de libre-échange transatlantistes sont en train d'être revus et corrigés. C'est ce qui a vraiment changé, je pense, avec cette colère des agriculteurs. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix des sénateurs hier de remettre en cause, ou du moins en négociation, le CETA ? Et vous savez, en fait, sur chaque accord, il y a des gens qui gagnent, des gens qui perdent. Dans le CETA, c'était divers. Dans le Mercosur, c'est clair qu'on y perdrait clairement tous. Le problème qui est posé, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des accords de libre-échange qui sont discutés de l'Europe avec l'ensemble des pays, c'est de dire, bien voilà, ok, on ouvre tout. Et on ne tient pas compte qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont appliquées sur les agriculteurs européens qui ne sont pas appliquées dans les autres pays du monde. On est dans le secteur, tout le monde le sait, où on a la préservation de l'environnement, où on a l'agriculture la plus durable au monde en Europe. Et donc, par conséquent, si on ouvre sans contrainte, sans clause miroir, sans limitation, bien évidemment, on accentue les distorsions de concurrence et on affaiblit l'agriculture européenne, conduisant inexorablement ouverture après ouverture à des marchés qui sont en fait avec des importations moins chères que ce qu'on est capable de produire. Résultat, en fait, c'est une réduction de notre capacité de production, une réduction de l'économie, une réduction du nombre d'agriculteurs en Europe au profit de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a eu un ministère dont le nom a changé il y a 2-3 ans, où on est ministère d'Agriculture,
et de la souveraineté alimentaire. Le sujet, il est là. Est-ce que on veut avoir une souveraineté, une capacité de produire sur notre territoire ce dont on a besoin, ou est-ce que on ouvre nos frontières et peu importe si c'est au détriment des agriculteurs de notre Europe et de notre France. C'est un peu le même sujet tout à l'heure dans une situation particulière avec la guerre en Ukraine. Ouais. Voilà, il y a un moment donné, il faut trouver un équilibre, mais ça peut pas être au détriment. Comme le disait, je le reprends, les propos du ministre Riester, l'agriculture ne peut pas être la variable d'ajustement dans tous ces accords au profit d'autres choses. C'est important qu'on puisse garder notre souveraineté alimentaire. Ouais, merci beaucoup. Pourtant, Franck Riester hier défendait le CETA, expliquant qu'on avait intérêt quand même, notamment pour les mines de lithium et autres. Cet accord permettait de rapprocher les deux économies. Mon propos n'est pas de dire il faut fermer les frontières. Mon propos n'est pas de fermer les frontières. Je pense que, par exemple, en céréales, nous exportons. Donc, évidemment, si on est ouvert vers l'extérieur pour exporter, il faut aussi qu'on soit ouvert vers l'importation. Mais il faut pas le faire de façon aveugle et sans regarder les distorsions de concurrence qui sont entre nos différents pays. Et donc, ces distorsions de concurrence doivent être intégrées dans les accords, s'il y a des accords, que ça soit des contingents, comme on l'a dit tout à l'heure, ou d'autres choses. Je pense que la souveraineté alimentaire ne veut pas dire l'autarcie, au contraire, loin de là. mais une capacité de peser et d'exister. Merci beaucoup Éric Thirouin d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes président de l'Association générale de producteurs de blé et autres céréales. Merci, à tout de suite pour Sud Radio pour la suite de l'émission. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ah, vous la reconnaissez, c'est la musique bien sûr de Rocky Balboa, boxeur devant l'éternel, un peu comme notre président Emmanuel Macron qui a fait cette photo incroyable où on le voit boxer contre un sac de sable. Alors c'est facile d'endosser les gants et de taper sur un sac de sable, mais là Emmanuel Macron vient de se prendre un gros uppercut dans la vie réelle. C'est le vote des sénateurs contre le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui finalement on apprend avait été appliqué provisoirement dans l'attente de la ratification par les États membres depuis une décision de l'Union européenne du 28 octobre 2016. Or là, on apprend que les sénateurs commencent, suite à la colère des agriculteurs, à se dire que il faudrait peut-être regarder ce qu'il y a dans ces 1000 pages parce que ce n'est pas très clair. On apprend qu'il y a du bœuf qui n'est pas du tout élevé comme en France, qui arriverait de manière très facile. On apprend aussi que en 2021 et 2023, il y a eu un déficit dans la balance du commerce extérieur entre la France et le Canada, c'était pas le cas avant. Et puis on a vu un ministre du commerce extérieur, Franck Riester, essayer de ferrailler avec les sénateurs, cette fois-ci sans gants de boxe, expliquant que le CETA c'était l'amitié entre la France et le Canada, qu'on ne pouvait pas comme ça essayer de mettre à terre un traité qui était bénéfique, notamment pour d'autres ressources que les ressources agricoles, puisqu'il est question de mines et de matières, de terres rares que nous n'avons pas ici en Europe. Alors, un uppercut, et là, on voit tout le problème, en réalité, de l'Union européenne et du déni démocratique. On est en train de nous refaire 2005, ce vote contre, là encore, un traité, non pas un traité, mais la Constitution européenne. Et bien là, c'est des traités qui s'imposent, ou du moins sont provisoirement appliqués dans l'attente de vote. Alors le problème, c'est qu'il y a d'autres parlements qui ont voté contre le CETA en 2020. Figurez-vous que c'était la Chambre des représentants chypriote qui avait rejeté le traité. Et donc, il aurait dû être renégocié, du moins au niveau européen. Mais on voit bien que là encore, rien, il ne se passe rien. Puis deuxième uppercut pour notre Uber président en boxeur, c'est le déficit public. Cette fois-ci, on apprend qu'il va être supérieur à 5%. On était parti sur du 4,9. C'était quand même pas loin. Et c'est les sénateurs, encore une fois eux, qui ont demandé une commission d'enquête et qui sont allés voir à Bercy qu'est-ce que Bruno Le Maire avait caché aux Français. Eh bien, encore des économies qui vont être demandées, des efforts. Il va falloir retourner à la salle de sport et taper dans le sac de sable parce que c'est peut-être tout ce qui va rester. Mais alors taper le ventre vide, ça va être compliqué. Alexis Poulain, sans réserve,
l'invité. Et tout de suite, notre deuxième invité pour cette deuxième partie de Poulain sans réserve, c'est Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez bien sûr nous joindre au 0826 300 300 pour poser vos questions à Axel Ronde et puis réagir aussi également. On va parler avec vous de cette opération Place Nette XXL, opération de com XXL à Marseille. On voit que dès le lendemain, le point de deal était revenu, que les dealers regardaient gentiment à la télé le cirque d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur dans les rues de Marseille. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette opération ? Est-ce qu'elle est réalisable en réalité, ou est-ce qu'il s'agit de faire croire qu'on arrive à faire une politique dite du point de deal ? Vous savez, la drogue et le trafic de drogue, c'est un combat, c'est une lutte acharnée de tous les jours. Les enquêteurs de la police judiciaire et des différents services de police y travaillent énormément. Alors, c'est vrai que depuis une trentaine d'années, les consignes, c'était plutôt on laisse faire. On laisse faire parce que finalement, on va un peu acheter la paix sociale dans certaines zones, dans certains quartiers. Finalement, c'est un petit peu excentré. C'est pas très grave. Les services de police, on nous demandait d'y aller mollo. Là, ce qui a changé avec le ministre de l'Intérieur, notre ministre de l'Intérieur, c'est une prise de conscience que finalement, c'est la mafia qui était en train de s'installer, qui s'installe dans notre pays et dans certaines villes, que ce soit à Marseille, que ce soit à Nantes, à Dijon, et j'en passe. Mais on est vraiment dans une explosion. Donc oui, c'est de la com, parce que forcément la société est vraiment que de la communication dans notre pays. Mais on a besoin aussi de rassurer les gens et puis d'envoyer des messages que maintenant c'est terminé. On ne fermera plus les yeux sur ce trafic et sur le fait qu'on va acheter la paix sociale et éviter des émeutes. Je vais pas vous mentir, s'il y a eu une explosion de violence, c'est parce que on a désorganisé ce trafic de drogue. Si actuellement il y a énormément de règlements de compte entre jeunes, on est à peu près à 430 l'année dernière par arme à feu, ils se sont entretués, mais parce qu'on a déstabilisé ce trafic de drogue. Là, ce sont des jeunes actuellement qui reprennent les points de deal. Il y a aussi beaucoup de têtes de réseau. On en a à peu près 50 personnes qu'on a identifiées, qui sont un peu disséminées un petit peu partout dans le monde. Il y en a à Dubaï. Donc il y a d'ailleurs des magistrats de liaison qui travaillent avec les enquêteurs pour pouvoir justement les localiser et essayer de les neutraliser. Là, je sais qu'il y a eu à Beyrouth, il y a eu le professeur, c'est une personne qui se fait appeler le professeur, qui était recherché. Malheureusement, les autorités libanaises l'ont relâché, mais il est sous contrôle judiciaire. On va voir s'il va pouvoir être extradé. C'était un Lyonnais qui a été recherché pour l'importation de plusieurs tonnes de cocaïne. Ouais. Donc il y a un Marseillais aussi qui a été arrêté au Maroc. Bien sûr. Donc Yoda, je crois, c'est ça. Tout à fait. Donc vous voyez, on porte des coups. Alors, oui, il y a le côté, on va dire, saisie de drogue aussi au port du Havre. Oui, aujourd'hui, il y a eu 7 tonnes de cocaïne. Donc vous voyez, tout ça, c'est un package. On va montrer, on va faire de la communication, parce que c'est comme ça. Mais il y a aussi le travail des enquêteurs dans l'ombre qu'on n'entend pas. Ça, c'est ce qui, finalement, apporte réellement des résultats. Là, on va rassurer la population. Quand vous voyez qu'il y a des règlements de compte, quand vous avez des habitants qui nous demandent, qui nous appellent à l'aide, parce que dans ces quartiers, c'est eux les premières victimes. Vous avez des balles. Rennes, on a eu la semaine dernière, c'était toute une nuit de règlements de compte et de coups de feu où il a fallu faire appel au raid. Mais bien évidemment, donc on se retrouve avec des habitants qui sont terrorisés. Imaginez-vous, vous allez vous coucher et vous allez vous prendre une balle de Kalachnikov en dormant, vous allez mourir. On a l'impression qu'on est dans un pays en guerre. Quand il y a des balles perdues qui fusent un peu partout, c'est la guerre en finale. Donc il faut vraiment apporter une réponse, et cette réponse, elle est ce qu'elle est, et on peut quand même voir que nous essayons, il y a un courage et une volonté politique, en tout cas derrière, que nous n'avions pas
dans les précédents au gouvernement. Voilà, c'est pas une question de faire de la pub ou pas de pub. Nous, on fait pas, en tant que syndicaliste, je fais pas de politique, hein, mais il faut quand même souligner cette action que le gouvernement essaie réellement de s'attaquer à la pieuvre. Alors après, on parle de mafia, de tête de réseau, et de l'autre côté, on a un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui parle du petit pétard du samedi soir, hein, qui est le sang séché sur le trottoir. Est-ce que c'est pas mal placé finalement la lutte contre la mafia et dire il faut criminaliser celui qui va fumer son petit joint du samedi soir? Est-ce qu'on n'est pas là à côté du sujet? Mais, vous savez, c'est un produit finalement. On propose un produit de la drogue. S'il y a pas d'acheteurs, au final, il y aura plus de produits. Donc, c'est pas un non-sens de dire cela en disant qu'effectivement, il y a quand même des consommateurs dans notre pays. Ce sont pas c'est pas un sens unique, hein. Il n'y a pas que de la drogue et personne ne le consomme, personne ne l'achète. C'est un marché, donc forcément, il y a des clients. Et effectivement, hein, il faut comprendre à ces clients, il faut leur dire que oui, vous participez à cette mafia, vous participez finalement à tout ce qu'il y a de criminel, à tout ce qu'il y a de mort et de peine, de tristesse par rapport au fait que vous achetez et vous consommez ces produits stupéfiants. Oui, mais le coût de l'amende, parce que on est pris en train ça va rien changer, à part ramener un peu d'argent dans les caisses de l'État qui sont vides. Mais pour le trafic, ça va pas changer grand-chose. Non, ça va pas changer grand-chose, on est bien d'accord. Maintenant, on est en train aussi de monter en puissance par rapport à ces recouvrements de ces amendes, puisqu'on va pouvoir disposer, en tant que fonctionnaire de police, des lecteurs de paiement par carte bleue. Ouais, donc on pourra... Là, ça devient un autre marché. Ça devient c'est le marché de l'amende. C'est pas faux aussi. Alors pourquoi pas le légaliser au final? Oui. On récupérerait directement. Voilà. Et c'est effectivement, beaucoup de gouvernements en parlent. Il y a eu souvent des études de fait. Moi, je pense que on faudra y arriver un jour ou l'autre, mais après avoir éradiqué totalement le trafic de drogue. Parce que finalement, on peut pas libéraliser comme ça. Sans cadrer, il faut vraiment un cadrage. Il faudra vraiment que si des personnes continuent à s'alimenter sur le marché parallèle, là, ils partent réellement en prison. Des peines dissuasives. Pourquoi pas organiser pas un trafic, mais un commerce légal sur certains produits stupéfiants, en pouvant, au niveau santé publique, c'est pas mal aussi, parce qu'on pourrait doser le THC. Hein, c'est ce qui est dans le cannabis. Hein, c'est le composant qui finalement donne la force de cette drogue. Donc ça nous permettrait effectivement déjà de le limiter, parce qu'on voit bien que les gens qui sont sous produits stupéfiants ont des pathologies assez lourdes au niveau psychiatrique. Schizophrénie notamment. Schizophrénie, et ça nous le voyons sur la voie publique, parce qu'on est souvent attaqué par des individus avec des couteaux, avec des armes, qui sont complètement dans des crises de folie, ou qui attaquent même des particuliers, et on voit bien toute cette criminalité que ça engendre dans notre pays. Alors justement, est-ce qu'il y a une augmentation de ce marché des stupéfiants qui nécessite ces opérations XXL? Est-ce que la France est devenue, parce que trop laxiste, un marché de rêve pour ces trafiquants? Oui, on est, je pense, un des premiers marchés en Europe. Hein. Après, je connais pas le reste du monde, mais en tout cas en Europe, oui, on est le premier marché, en tout cas sur la consommation et sur l'utilisation de produits stupéfiants. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est que maintenant, on passe à des drogues dures. Tout ce qui est cocaïne, héroïne, crack. Et on revoit des retours pour le crack à la Villette, par exemple. On avait démantelé, et ça revient à Stalingrad aussi. Et ça fait 30 ans que ça perdure, tous ces craqueux, et ça génère un sentiment, et même pas qu'un sentiment, ça génère de la violence et de l'insécurité. Donc oui, la problématique dans notre pays est à prendre à bras le corps, et comme je vous ai dit, pendant très très longtemps on a laissé faire, et puis maintenant on s'aperçoit que c'est plus possible, parce qu'il y a vraiment une économie parallèle, un marché parallèle de toute cette délinquance que ça
ça génère, parce qu'effectivement, il y a des marchés à prendre, il y a des places à prendre, et que beaucoup de jeunes se disent que finalement, ça ne vaut pas la peine d'aller bosser pour rien du tout, alors que finalement, mes petits camarades, mes copains, eux qui sont dans le trafic de drogue, engendrent énormément de cash, énormément d'argent, en faisant pas grand-chose et assez rapidement. Donc il faut revoir aussi les valeurs et l'échelle des valeurs, l'échelle des sanctions dans notre pays, et passer l'envie finalement de basculer dans cette drogue. Donc il faut effectivement voir aussi au côté prévention, éducation, tout cela va ensemble. Quand on fait parler aussi dans un instant avec vous, Axel Ronde, porte-parole CFTC Police, de ces opérations XXL, de la lutte contre la drogue, mais aussi plus généralement de l'état de la police dans notre République. À tout de suite sur Sud Radio pour poser vos questions ou réagir. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Axel Ronde, porte-parole CFTC Police, pour parler bien sûr de ces opérations Place Nette XXL, mais aussi des mafias et du marché de la drogue, puisque c'est un marché dans notre pays. On parlait à l'instant du fait que ce marché parallèle est en train de grandir. Il y a une commission aussi d'enquête parlementaire, et un ancien du milieu de la French Connection marseillais, Milou, expliquait que maintenant on va même avoir du Captagon qui va arriver depuis le Liban, produit par le Hezbollah, et des armes aussi lourdes qui vont venir sans doute par tout le nouveau marché de l'armement via l'Ukraine. Ça aussi, c'est une partie importante de l'opération Place Nette, d'aller chercher les caches d'armes qu'il y a dans ces quartiers, puisqu'on voit de plus en plus d'armes lourdes qui sont utilisées par les dealers. On parlait de Rennes l'autre soir, où le raid a été appelé à la rescousse parce que on avait affaire à des gangs armés, lourdement armés, avec des gilets pare-balles. Est-ce que là aussi, il y a une force d'action contre ces caches d'armes ? Oui, bien évidemment. Le but, c'est de rechercher pas que simplement des produits stupéfiants, mais aussi de l'armement. Et oui, ça nous inquiète énormément parce qu'on voit beaucoup d'armes circuler qui, comme vous avez souligné, reviennent de l'Ukraine par des mafias. Donc les mafias n'ont pas de frontières, elles s'entraident ensemble. Ça rappelle les Tchétchènes à Dijon, l'épisode nié par le maire, François Rebsamen, qui disait « je n'ai pas vu d'armes sur les vidéos ». Enfin, c'est particulier. Oui, c'était particulier. Malheureusement, on sait très bien que ça va revenir, et ça revient. D'ailleurs, les règlements de compte explosent, et c'est par des armes à feu, des Kalachnikov, des pistolets type Glock. On peut en avoir pour 800 à 900 €, ces armes dans certaines zones. Donc oui, c'est très accessible, puisqu'on voit même que c'est des petits gamins de 16-17 ans qui les utilisent. Donc c'est déjà catastrophique d'avoir ces jeunes, c'est presque des enfants soldats, j'ai envie de dire. On critiquait certains pays pour ça, et malheureusement nous avons ça aussi dans notre pays, en France, et dans certains quartiers, dans certaines zones. Avec nous, Dust, un auditeur de Haute-Garonne. Bonjour Dust, vous souhaitiez réagir ou poser une question à Axel Ronde? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, si vous me permettez, j'aimerais bien faire une petite dédicace juste avant pour le personnel qui nous accueille sur vos standards. Ils sont là, ils ont le sourire. Ils vous remercient. C'est toujours un plaisir de vous appeler, en fait. Merci beaucoup. Et sinon, pour revenir au propos de la prohibition, finalement, je vous proposerais de rebasculer dans le passé et de regarder les États-Unis qui sont allés très très loin dans la prohibition d'une drogue légale chez nous, l'alcool. Et effectivement, du coup, le constat qu'on faisait à l'époque, c'était celui que fait votre invité. Augmentation de la violence, augmentation des comportements toxiques des citoyens, parce que la prohibition a une conséquence directe sur le prix. Et plus c'est cher, plus on se retrouve amené à se prostituer, à voler sa famille, à dépouiller ses amis. Ça remplit les prisons, ça sature la justice, ça empêche la police de travailler sur des sujets qui me sembleraient peut-être plus importants. C'est quand même important, la lutte contre la drogue et les mafias de la drogue. Mais les mafias de la drogue, à partir du moment où vous légalisez, elles s'effondrent.
ça devient l'administration. Enfin, c'est le gouvernement qui gère. Est-ce que c'est si simple que ça? Non, malheureusement, on sait très bien que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on peut voir l'exemple avec les cigarettes, puisque le marché est libéral, enfin il n'y a pas d'entrave, hein, c'est un problème de prix et on voit bien les contrefaçons, le marché parallèle qui a explosé au niveau des cigarettes, qui sont de contrefaçon d'ailleurs et qui sont d'ailleurs nocifs pour la santé encore plus que celles qu'on achète dans le bureau de tabac. Il faut quand même se rendre compte que ces produits sont vraiment absolument, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc c'est ça la problématique qui va se poser. C'est pour ça que quand je disais que si on devait le légaliser, il faudra en amont nettoyer toutes ces filières de trafiquants et être extrêmement ferme sur les gens qui achèteront sur le marché parallèle. Il faudra être intraitable. Pour l'instant, les conditions ne sont absolument pas réunies pour justement libéraliser le trafic de drogue dans notre pays. Oui, on en est loin. On en est très loin. Merci. Merci Dust pour votre appel. Autre sujet sur la police et le mécontentement dans la police, c'est ces nombreux refus d'obtempérer et les drames qui en découlent. On a eu encore un jeune, Wanis, cette fois-ci à la Courneuve, qui est mort suite à un refus d'obtempérer, percuté par une voiture de la BAC. Une enquête est en cours, mais il y avait une grande marche blanche hier. La famille demande justice. Qu'est-ce qu'on peut faire, là encore, pour éviter que ces drames ne se renouvellent chaque mois, quasiment, avec ces jeunes qui refusent d'obtempérer et des fonctionnaires de police qui se retrouvent face à un drame? Mais, comme vous dites, un drame, mais derrière ce drame, ce sont des personnes qui prennent le risque toutes les 20 minutes en France de ne pas s'arrêter à un contrôle de police, de ne pas s'arrêter et de prendre la fuite. Donc cela, forcément, apporte une réponse policière, puisqu'on va prendre en charge ce véhicule, on va tenter de l'intercepter. Beaucoup de collègues abandonnent parce que... abandonnent la poursuite parce que ça devient trop dangereux. Il faut quand même le souligner. Oui, pour les riverains. Pour les riverains, pour l'entourage. On fait preuve de discernement sur la voie publique. On va forcément prendre en compte tout cela pour éviter des drames et rajouter à cela le fait que il faut avoir la tête sur les épaules, et les policiers l'ont, ce sont des grands professionnalistes de la sécurité. Nous sommes accusés à tort, souvent des partis politiques qui sont dans la République nous accusent des mots extrêmement durs, de racistes, il y a eu des cas. Alors après, il y a toujours des cas. Il y aura toujours des cas. Mais il y a des brebis galeuses comme dans toutes les professions. Mais comme partout, on est à l'image de la société. Nous sommes des Français, nous sommes à l'image de la société. Et nous avons des services, la police est une des professions les plus contrôlées en France. Et elle est la plus sanctionnée aussi. C'est une profession qui est la plus syndiquée. C'est la profession aussi la plus syndiquée, effectivement, vous avez raison de le souligner, et on est d'ailleurs très fiers, parce que il faut se syndiquer. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous syndiquer dans d'autres syndicats, ceux qui nous écoutent, on a toujours besoin, la force fait le nombre, forcément. Mais en tout cas, pour les refus d'obtempérer, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent s'arrêter. Surtout que on voit bien quand même que souvent la justice est clémente, si jamais il y a des gens qui ont fait des méfaits, on le voit bien. D'ailleurs, ce jeune, comme nous a dit notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, était connu déjà pour 2 refus d'obtempérer et plus de 40 faits au niveau des services de police. Il était déjà connu pour cela. Après, c'est le problème, c'est d'arriver à cet extrême où il se retrouve mort alors qu'il a une vie devant lui, quoi. Oui, bien évidemment, mais ça c'est toujours triste. Et pour nous, c'est un échec. Et je peux vous dire que quand mes collègues utilisent dans les cas de légitime défense leurs armes, ils n'en sortent pas indemnes. J'en ai discuté avec un il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire qu'il est sous traitement médical
et suivi psychiatriquement et psychologiquement. Un dernier mot rapidement. Les JO, est-ce que tout est réglé? Est-ce que là, les policiers sont OK avec le dispositif et tout est sur la table? Alors tout est sur la table, mais on attend les réponses. On a là, on n'a pas grand-chose au final. On nous promet beaucoup de choses, même au niveau des primes. Tout n'est pas très clair. On ne sait pas réellement qui va travailler, qui va pas travailler. Alors c'est vrai, le ministère de l'Intérieur est extrêmement performant pendant les crises et pendant les urgences. Donc on a peur qu'au dernier moment, finalement, cela va arriver. On va savoir exactement nos missions. La veille pour le lendemain, oui, c'est toujours comme ça chez nous. Bon, on verra bien, on espère que ça va bien se passer. Avec vous, Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. Merci d'avoir été au micro de Sud Radio, de répondre à nos questions. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff qui reçoivent à 13h Michel Maffezoli pour parler de son dernier livre sur l'histoire de la violence. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.